Merci de votre fidélité. Pensez d'ores et déjà à toutes les questions que vous allez vouloir poser. N'hésitez pas, qu'elles soient nombreuses et motivées. Nous avons une équipe au complet aujourd'hui. Alors, même si tout le monde n'est pas sous le même toit, mais nous avons la chance d'avoir Arnaud Dubien qui va se joindre à nous et qui va d'ailleurs commencer ce briefing avec des nouvelles économiques et politiques. Arnaud, c'est à toi. Merci beaucoup Gilles et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, de prendre à nouveau part à nos briefings traditionnels. Je vais parler un peu d'économie, un peu de politique étrangère, comme à l'accoutumée. Quelques chiffres pour commencer. L'inflation, qui a été mesurée à 11,9% sur l'ensemble de l'année 2022, sont des chiffres définitifs. Les autorités russes tablent sur une fourchette située entre 5 et 7% pour 2023 et envisagent un ralentissement à 4% en 2024. Autre chiffre intéressant qui a été publié aujourd'hui par le Financial Times, celui des exportations d'engrais russes, un sujet qu'Igor a eu l'occasion d'aborder très régulièrement dans le cadre des discussions diplomatiques autour de l'Ukraine. Eh bien, qu'apprend-on aujourd'hui? On apprend que ces exportations ont baissé de 10% en volume, mais qu'elles ont rapporté 70% de plus qu'en 2022. J'en viens maintenant aux déclarations du vice-premier ministre Novak, qui, vous le savez, est en charge de l'énergie. Il a souligné aujourd'hui que les recettes budgétaires tirées du pétrole et du gaz avaient augmenté de 28% en 2022 par rapport à 2021. C'est intéressant, c'est significatif, mais la question aujourd'hui, c'est de savoir ce qui va se passer en 2023. Est-ce que la Russie va parvenir à maintenir ses recettes pétrogazières ou à tout le moins à limiter la casse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le budget fédéral de 2023, figure la cible, entre guillemets, de 8 000 milliards de roubles. Ça fait à peu près 110 milliards d'euros au cours actuel. Et pour atteindre ce niveau, il faudrait que la Russie extrait 10 millions de barils jour et qu'elle vende son pétrole à 60 dollars. Alors, que voit-on aujourd'hui et qu'a-t-on vu en 2022? Sur 2022, c'était 76 dollars de moyenne pour le baril d'Urals, qui est la marque de référence pour la Russie, mais avec, on le voit déjà, un sévère recul en décembre, puisqu'en décembre, la Russie, en moyenne, a vendu son pétrole à 50 dollars le avec même certaines cargaisons à 38 dollars. Donc, voilà le grand débat et la grande interrogation macroéconomique des semaines et des mois à venir. Le gouvernement russe, et Igor l'a dit, je crois, lors d'une des dernières séances, prend des mesures pour limiter l'ampleur des rabais consentis aux acheteurs. Par ailleurs, le rouble, en tout cas fin décembre, avait commencé à amorcer une baisse qui permet de compenser les rentrées budgétaires. Et par ailleurs, il faut aussi le souligner, une partie du pétrole russe se vend à des niveaux supérieurs à 50 dollars, en particulier la marque Sokol qui est exportée à partir des ports d'Extrême-Orient et qui est vendue aux alentours de 70-80, donc des niveaux tout à fait acceptables pour la Russie. Mais on est très clairement à la suite de l'embargo décidé par l'Union européenne dans une phase d'ajustement et de réorganisation des flux logistiques, des flux financiers également. Reste à savoir combien de temps durera cette période d'ajustement, mais il y a d'autres questions et d'autres paramètres qui sont moins maîtrisables par la Russie, en particulier la demande mondiale, l'évolution de la situation économique en Chine en particulier. Et puis, il y a une autre échéance qui va produire des effets, c'est celle du 5 février, date à laquelle entrera en vigueur l'embargo européen sur les produits raffinés. Or, on sait que la Russie exporte beaucoup de diesel en particulier vers l'Union européenne. Donc,
Et il est fort à parier que les semaines qui viennent seront agitées. Pour autant, je ne pense pas que l'on doive extrapoler la situation actuelle sur l'ensemble de l'année 2023. Quelques mots pour conclure la partie économie. Plusieurs États membres de l'Union européenne, en particulier la Pologne et les Baltes, militent en faveur d'un nouveau paquet de sanctions. Ce serait le 10e. Ces pays souhaitent notamment que soit inclus le secteur nucléaire civil, qui, vous le savez, jusqu'à présent a été tenu à l'écart des sanctions. Se posera la question du consensus. Et là, 2 pays au moins semblent avoir des intérêts très lourds dans ce domaine nucléaire civil avec la Russie, la Hongrie, bien sûr, puisque vous savez que Rosatom construit une centrale à Pax, et la France, qui, de longue date, a des flux importants, notamment en matière de combustible et de retraitement. J'en viens à la partie politique intérieure, avec les partis politiques russes, en tout cas ceux qui siègent à la Douma d'État, la Russie Unie, le Parti communiste, Russie Juste, entre autres, qui manifestement se préparent aux élections régionales de 2023. Ils s'y préparent en particulier dans les territoires annexés fin septembre. Chacun de ces partis déploie des candidats et entend être présent lors des prochaines élections à Donetsk, à Lugansk et dans les régions de Kherson et Zaporozhia, en tout cas les portions contrôlées par la Russie à ce jour. Autre nouvelle politique intéressante qui donne un aperçu du fond de l'air, ou en tout cas des priorités de la Douma d'État. Un projet de loi a été déposé qui vise à attribuer gratuitement aux héros de la Russie, il y en a 600 actuellement, des terrains agricoles gratuitement, et le cas échéant, ces biens seraient transmissibles à leurs héritiers. Mais la nouvelle politique du jour, ou de ces derniers jours, c'est plutôt la déclaration de M. Volodine, président de la Douma d'État, propos tenus sur sa chaîne Telegram le 13, c'est-à-dire vendredi dernier. Il qualifiait de négadia, et ce qu'on peut sans doute traduire, je parle sous le contrôle de Pavel, comme salopard, les Russes ayant quitté le territoire national depuis février et critiquant le pays et sa politique depuis l'étranger. Et M. Volodine proposait ni plus ni moins que de confisquer les biens de ces ressortissants russes. C'est intéressant en soi, mais c'est aussi intéressant parce que ça a fait réagir. Notamment M. Peskov, porte-parole de la présidence, qui s'est dit opposé à cette mesure. Selon lui, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, mais également M. Zyuganov, et c'est plus inattendu, président du Parti communiste, qui lui aussi s'est dit opposé à une telle initiative. En tout cas, on voit bien que cette question de ceux qu'on appelle en russe les relokant, ces expatriés de fraîche date qui peut-être ont vocation à revenir en Russie ou pas d'ailleurs, eh bien, elle agite beaucoup le microcosme politique moscovite, et l'on constate sans surprise qu'il y a 2 impératifs absolument inconciliables, un impératif démographique et économique qui viserait plutôt à faire rentrer ces gens-là ou à inciter à les faire rentrer en Russie, et des considérations politiques selon lesquelles il vaut mieux tenir ces gens-là le plus loin possible de Moscou. Voilà ce que je pouvais dire, messieurs, sur les questions économiques et politiques aujourd'hui. Merci infiniment de ce point très, très large et très intéressant. J'ai juste une petite question avant de passer la parole à Igor. La baisse du rouble qui a été souhaitée assez longtemps et qui n'arrivait pas, quelles en sont ses origines actuelles? Alors, elle a eu lieu en fait fin décembre. On sait que pendant 10 jours, les cotations ont été suspendues. Hein. Le cours est fixé le 30 décembre jusqu'au 9 janvier. Donc là, il n'y a pas eu de changement. Par contre, depuis, le rouble se raffermit de nouveau. Et aujourd'hui, je crois, l'euro est à 73, alors qu'il était descendu à 77. Donc c'est un phénomène qui s'explique fin décembre essentiellement par
les contre-coups du marché pétrolier que j'évoquais, et c'était bénéfique pour la Russie. Mais là, il y a une très forte demande de roubles par les entreprises russes qui vont payer leurs impôts. On sait que janvier est une période, en temps normal en tout cas, qui est plutôt marquée par un affermissement du rouble. Donc, on peut penser que dans les semaines qui viennent, ce phénomène sera effacé. Alors, il reviendra peut-être plus tard, mais à court terme, dans les jours et les semaines qui viennent, en tout cas sur janvier, on peut penser que, sauf événement extraordinaire, le rouble ne devrait pas s'affaiblir, peut-être même au contraire. Et donc, ce ne sont pas les mesures du gouvernement, encore une fois. Non, pas encore, mais le gouvernement envisage et cela a été dit, je crois, d'acheter des devises étrangères pour contrebalancer les choses, en particulier de la devise chinoise. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce ne sont pas les mesures gouvernementales qui font fléchir ou pas d'ailleurs le cours du rouble. Merci de ces précisions. Donc, on va passer la parole à Igor, qui va nous parler de diplomatie et de quoi d'autre, essentiellement de diplomatie, de politique extérieure. Voilà. Donc, on t'écoute. Merci Gilles. Puis pour poursuivre sur le taux du rouble, moi j'ai remarqué depuis toutes ces années passées en Russie que traditionnellement en décembre, il a tendance à dévisser et à s'affaiblir. Et donc, voilà, je dirais que c'est quelque chose, une continuité un peu logique par rapport aux autres années, mais là, c'est une observation qui est purement empirique. Alors, avant tout, je vais commencer par un petit erratum par rapport à ce que j'ai dit jeudi, puisque je me suis aperçu que mon clavier et ma langue ont fourché jeudi sur la question du déficit, donc qui est de bien 2,3% pour 2022, un chiffre définitif. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas évidemment 3,3 milliards, mais c'est 3,3 trilliards, ce qui évidemment n'est pas pareil de roubles, ce qui fait 3 300 milliards, si vous préférez, plutôt de roubles. Évidemment, là, on n'est pas dans les mêmes proportions de PIB. À ce propos, c'est toujours important de le rappeler, puisqu'on voit régulièrement, notamment dans la presse en France et ailleurs, qu'on compare le PIB de la Russie à celui de l'Espagne. Moi, j'ai encore vu dans l'interview accordée par Emmanuel Todd au Figaro, que je vous recommande d'ailleurs de lire, qui n'est pas inintéressante. Le journaliste lui pose la question, tout dire, oui, mais la Russie, quand même, c'est le PIB de l'Espagne, etc., etc. Là aussi, il faut se méfier, il y a un effet d'optique. Ça, c'est quand on rapporte le PIB en dollars, mais si vous le rapportez en parité de pouvoir d'achat, avant l'éclatement de la guerre, on comparait plutôt à ce moment-là le PIB de la Russie à celui de l'Allemagne. C'est évidemment pas pareil dans ces cas-là en termes de proportions et de parallèles. Pour en venir aujourd'hui sur l'actualité, je vais débuter toujours par la question des livraisons d'armement occidental envisagées à l'Ukraine, puisque c'est une activité qui est assez tourmentée, notamment du côté de l'Allemagne. Mais d'abord commencer par l'Angleterre, donc qui a manifestement confirmé son intention de livrer une douzaine de blindés Challenger, qui constituent l'ossature des forces blindées britanniques, avec 4 unités qui devraient relativement rapidement arriver en Europe orientale et les 8 autres un peu plus tard. À côté de ça, un tabloïd britannique qui s'appelle The Mirror a indiqué ce week-end que Londres comptait aussi livrer, en tout cas envisager de livrer 4 hélicoptères d'attaque Apache. Alors, fake news ou pas, ça, on verra. En tout cas, on peut imaginer qu'un minimum, c'est un ballon d'essai qui est lancé pour peut-être tester l'opinion et voir les réactions par rapport à cette idée, ce projet encore hypothétique de livrer des Apaches. Les Apaches, c'est des hélicoptères d'appui-feu. C'est l'équivalent des Tigres qu'on peut avoir dans l'armée de l'air, l'aviation légère de l'armée de terre, excusez-moi, en France. Donc, c'est des hélicoptères qu'on déploie principalement pour détruire des blindés, par exemple, ou des chars sur le champ de bataille. Donc là, si jamais ça se confirmait, une fois encore, c'est probablement peut-être de la fake news, encore que on ne sait pas. Ce serait une fois de plus encore une dynamique de un peu plus d'escalade dans la qualité du matériel livré, à défaut d'être livré en quantité, à l'Ukraine. Alors je parlais de l'Allemagne parce qu'il y a beaucoup d'informations qui proviennent de ce pays. Je vous avais dit jeudi que la Pologne indiquait qu'elle allait livrer une douzaine de chars Léopard. Le soir même ou le lendemain, les Allemands ont fait savoir que la Pologne n'avait pas obtenu l'autorisation de Berlin pour faire ce transfert d'armement, ou réexporter plus précisément ce matériel-là, et qu'à ce jour, si jamais les Polonais le faisaient, eh bien ce serait illégal. En tout cas, ce ne serait pas en vertu des contrats qui peuvent exister entre les deux pays. Donc on voit que ça tangue un petit peu, ça tangue tellement que la ministre de la Défense allemande, Madame Christine Lambrecht, a démissionné aujourd'hui. Alors pour remonter, si vous voulez, dans le déroulé, jeudi dernier,
Elle laisse entendre que l'Allemagne pourrait livrer des chars d'assaut, enfin des chars Léopard 2. Dès le lendemain, elle est démentie publiquement, officiellement, et on voit qu'on est en début de semaine, elle démissionne, elle a dû présenter sa démission, sachant que cette démission, dès vendredi, était, comment dirais-je, envisagée, en tout cas on en parlait déjà dans la presse fédérale allemande. Elle a donc démissionné, et sachant qu'en ligne de mire, on a une prochaine réunion au format de Rammstein en fin de semaine, le 20. Donc, vous savez, c'est la réunion qu'elles se livrent les alliés, enfin, au-delà des alliés de l'OTAN, près d'une soixantaine de pays, je pense, qui décident de coordonner leur livraison d'aide militaire, de matériel militaire et d'aide militaire à l'Ukraine. On a donc une prochaine réunion qui arrive le 20 janvier, vendredi, à laquelle assistent généralement les ministres de défense des pays concernés, plus des généraux et des militaires qui viennent parler de questions, j'allais dire, très concrètes et très techniques. Qui va envoyer l'Allemagne en guise de ministre de la Défense, on ne sait pas pour l'instant. Que pourra promettre ce ministre de la Défense fraîchement promu, on ne sait pas non plus. Mais toujours est-il que là, c'est un symptôme de la pression à laquelle est soumise l'Allemagne de la part de ses partenaires européens sur ces questions des tanks. Et ce n'est pas que l'Allemagne, puisqu'à travers l'Allemagne, c'est d'autres pays, et là, on va s'intéresser à la géographie des tanks allemands, en quelque sorte. On a dit la Pologne qui a des chars Léopard, mais c'est aussi la Finlande qui dispose de chars Léopard et le Danemark. Je vous ai parlé de la Turquie dans un autre contexte la dernière fois. Tous ces pays-là ont fait savoir, Pologne, Finlande et Danemark, que s'ils obtenaient le feu vert de Rheinmetall, donc le constructeur industriel allemand qui produit ces chars, et donc du gouvernement allemand, eh bien, ils seraient prêts à livrer certains exemplaires de leurs chars Léopard à l'armée ukrainienne. Donc on voit que beaucoup finalement est laissé à la discrétion de l'Allemagne, évidemment, et que beaucoup dépend de l'Allemagne en ce qui concerne la livraison de ces chars. L'autre info, toujours du côté de l'Allemagne, c'est que justement l'industriel Rheinmetall s'est exprimé, enfin, en tout cas une interview d'un de ses responsables dans Bild aujourd'hui, concernant la livraison justement de ces chars, et ce qu'il en est, qu'est-ce qui pourrait être fait, sous quel délai, etc. Et ce responsable de Rheinmetall donc, explique dans cette interview à Bild que si demain le politique prenait la décision, admettons, hein, de livrer ces tanks, en tout cas que ce feu vert était donné, pour ce qui est de l'armée allemande, les premiers chars ne pourraient pas arriver avant janvier 2024. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait les mettre à niveau, il y a des procédures apparemment très longues, très fastidieuses, auxquelles l'industriel devrait se livrer pour mettre ces chars à niveau et qu'ils soient acheminés ensuite dans des conditions jugées normales sur le champ de bataille. Donc, est-ce que c'est une façon de faire un dégagement en touche et de dire arrêtez de nous mettre la pression, ça n'a aucun sens? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est encore une explication, en tout cas un symptôme, excusez-moi, de la pression à laquelle l'Allemagne manifestement est soumise autour de cette question de livraison de blindés. Les Américains, depuis l'annonce sur les Bradley, ne disent plus rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne souhaitent pas livrer des chars Abrams. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Et il est toujours bon de rappeler, comme cela a été fait par le Wall Street Journal ce week-end, qu'en matière d'artillerie, ce coup-ci pas de tank mais d'artillerie, l'Ukraine consomme toujours 2 fois plus de munitions que les Occidentaux sont capables d'en produire. Et que par conséquent, il y aura un problème de stock et un problème de livraison qui va se poser tôt ou tard. Alors, le Wall Street Journal parle de l'été prochain, cette cadence-là, où là, on atteindra des seuils critiques, d'après le journal américain, en matière de stock et de capacité de production pour les arsenaux occidentaux en général, États-Unis et les alliés des Américains. Ensuite, une déclaration que j'ai relevée de Vladimir Poutine qui a accordé une interview ce week-end à Rassi Adin, dans laquelle il revient sur l'opération spéciale. Alors, il qualifie, je cite le président russe, de dynamique positive en ce qui concerne l'opération spéciale. D'après le président, tout se passe selon les plans établis par le ministère de la Défense et l'état-major. Alors, pourquoi c'est intéressant de citer cette déclaration de Vladimir Poutine? Parce qu'elle a été inscrite dans le contexte qu'on évoquait ensemble la semaine dernière, de chaises musicales, de remaniement au niveau de l'état-major et de flottement dans la communication entre, d'un côté, le ministère de la Défense et Wagner au sujet de la ville de Solidar qu'on avait brièvement évoqué pour essayer d'analyser un peu ces choses-là. Bon, on voit que là, Vladimir Poutine, très clairement, assez logiquement, j'allais dire, prend le parti de son ministre de la Défense, de l'état-major, et donc, disons que ça peut être pas interprété comme un point marqué contre Wagner, mais en tout cas, c'est un point en faveur
du ministère de la Défense. Russes et Iraniens envisagent de créer une crypto-monnaie stable afin de pouvoir procéder à des échanges économiques en s'affranchissant du dollar, d'une part, mais aussi du rouble et du rial iranien. Alors, vous savez que les Russes et les Iraniens cherchent des moyens de commercer en s'affranchissant, simulant plus possible des sanctions. Il y a eu des annonces depuis le 24 février, mais en réalité bien avant ça, selon lesquelles ils comptaient faire du commerce en monnaie nationale, sauf qu'en pratique, c'est extrêmement compliqué de faire des contrats en monnaie nationale pour un tas de raisons, fluctuation du taux de change dont on parlait tout à l'heure notamment, hein, mais pas seulement. Le dollar, on comprend pourquoi ils ne veulent pas y toucher. Là, ils envisagent donc de créer une crypto-monnaie stable, ça veut dire qu'elle est adossée à une valeur relativement stable. En l'occurrence, ce qui est évoqué ici, c'est l'or. Hein, parce que la cotation de l'or, c'est quelque chose auquel on peut s'arrimer de manière relativement c'est assez fiable, afin de créer donc un token, enfin une crypto-monnaie avec laquelle il pourrait ensuite faire du commerce. Alors, sauf qu'il y a encore un obstacle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal en Russie pour les crypto-monnaies. Hein. C'est quelque chose qu'on avait évoqué dans des précédents briefings, notamment au printemps. On avait un expert qui était venu nous parler de crypto-monnaies, je crois qu'il s'appelait Camille. Il nous avait fait une longue sortie, explication sur qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies, sur les mines, les mineurs, les blockchains. J'avoue, je dois confesser que j'ai toujours pas compris d'ailleurs comment ça fonctionne, hein, je vous le dis très clairement. Donc je ne me risquerai pas une explication technique, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de cadre pour encadrer, enfin il n'y a pas de cadre légal en Russie sur cette activité, et donc il faut encore que le législateur en Russie établisse ce cadre. Cela dit, les Iraniens ont annoncé qu'en août 2021, ils avaient déjà procédé à une première commande publique auprès d'un client étranger qui aurait été réglée en crypto-monnaie. Donc apparemment en Iran, il y a déjà une expérience de ce type de transaction sur lesquelles peut-être les Russes et les Iraniens vont bâtir pour voilà, essayer d'avancer dans cette direction. Je ne vais pas reparler des sanctions parce qu'Arnaud les a déjà évoquées, mais juste peut-être signaler qu'au cours des derniers jours, les présidents croates et turcs, de même que le gouvernement géorgien, se sont exprimés à ce sujet-là, tous pour dire qu'en gros, Croatie, Turquie, Géorgie ne comptaient pas se joindre aux sanctions occidentales parce qu'ils estiment que ce n'est pas dans leurs intérêts économiques, d'une part, et d'autre part, qu'ils n'y voient pas de sens. Je reprends les déclarations du président croate et encore celles du président Erdogan qui ont été relayées par son porte-parole, M. Kalin, qui a encore expliqué aujourd'hui que d'après lui, l'efficacité de ces sanctions reste à démontrer et que d'autre part, ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie turque de s'y rallier. Je vais finir sur l'aide économique envisagée par l'Union européenne à l'Ukraine, puisque cette semaine, la Commission européenne devrait débloquer une tranche de 3 milliards d'euros d'assistance macro-financière pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, Ukrainiens et Européens ont signé un mémorandum de compréhension mutuelle sur un nouveau paquet d'aide macro-financière pour l'année à venir de 18 milliards d'euros, qui sera donc débloqué mensuellement à hauteur de 1,5 milliard d'euros, et qui est donc présenté sous la forme d'un... Alors c'est une question qui était posée par un auditeur la semaine dernière, ça va y répondre partiellement. Donc une aide qui est présentée sous la forme de crédit avec conditions avantageuses et remboursable sur 35 ans. Voilà, donc les Européens expliquent qu'il s'agit du plus grosse aide économique qui s'est jamais mise au point en faveur d'un pays hors du bloc. Voilà. Merci. Juste une question concernant les chars britanniques. J'ai vu un tableau il y a quelques jours sur les chars allemands, effectivement, qui ont l'air d'être très, très répandus. Est-ce que les chars britanniques sont aussi bien vendus à l'export ou pas Je ne connais pas, je ne vais pas me risquer à te dire. En tout cas, en Europe, je ne vois pas quelle armée utilise des chars britanniques, mais en dehors de l'Europe, oui, ils ont dû en exporter quelques-uns. Mais ce qui est certain, c'est que les chars allemands ont une réputation assez solide. Oui, non, mais surtout, je pense que là, la dizaine de chars britanniques, ça ne va pas changer les situations. Je pense que la disponibilité des léopards au niveau européen serait plus crédible. Oui, c'était la discussion qu'on avait jeudi au sujet de l'effet cumulatif, c'est-à-dire tout seul, si les Polonais, admettons qu'ils parviennent à obtenir un feu vert des Allemands, ou que les Allemands, pour alléger la pression, disent OK pour les Polonais, mais pas pour les Finlandais, pas pour les... Enfin, on peut imaginer plein de choses, en fait. Hein. Bon, 10 chars polonais, effectivement, c'est pas de nature à renverser la table. Mais bon, 10 chars polonais, plus 5 chars danois, plus 10 chars finlandais, plus, je ne sais pas. Les Grecs.
les Grecs ou autres, je ne sais pas. Bon, imaginons, ça peut, je pense, localement, mais encore une fois, je parle de localement, faire peser le rapport de force. Maintenant, inverser totalement le cours des opérations et bousculer la ligne, etc., ça, j'ai toujours beaucoup de doutes là-dessus. Si je puis me permettre, et sans entrer dans les détails, encore une fois, mais parmi les arguments qui sont mis en avant par les sceptiques à l'égard de ces aides militaires occidentales récentes, il y a la disparité des matériels, disparité des munitions, qui va compliquer je dirais, la chaîne logistique. Donc, si vous voulez, c'est plus simple et plus gérable pour les Ukrainiens d'avoir des T-72 polonais que 10 modèles différents saupoudrés de chars ou de blindés occidentaux. Ça va être compliqué à gérer pour les Ukrainiens eux-mêmes et pour ceux qui vont les livrer et devoir assurer la maintenance. Oui, mais je semblais lire quelque part que des T-72, il n'y en avait plus beaucoup, justement. Tout ce qui pouvait être livré avait été livré. Et c'est pour ça qu'ils espéraient beaucoup la livraison de Léopard, qui, eux, ont l'air assez nombreux sur le marché, mais en disponibilité, quoi. Bien, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Donc, on attend vos questions. On avait une question d'auditeur la semaine dernière concernant la possibilité pour les étrangers de travailler avec l'accord ou non de la Commission européenne. Est-ce que tu as pu débrouiller un peu ça? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait une question à ce sujet, puisqu'il y a un paquet de sanctions, je ne me souviens plus lequel, hein, mais où en gros il était dit que les ressortissants de l'Union européenne ne pouvaient pas exercer de fonction de direction dans des entreprises en Russie ou dans les filiales d'entreprises en Russie. Il y a manifestement des corrections qui ont été apportées dans le paquet de sanctions de décembre, où il est dit que un certain nombre de critères à remplir, mais en gros, si jamais, en réalité, ces personnes peuvent exercer des fonctions de direction dans les filiales et d'entités et dans des sociétés russes, si jamais il est démontré que, par exemple, cela peut apporter, comment dirais-je, contribuer au marché énergétique de manière vertueuse, on va dire, mondiale, ou pour ce qui est de marché de l'alimentation agricole, là aussi, visiblement, il y aurait des caveats qui auraient été mis. Cela dit, il est fait mention d'une demande qui doit être expressément formulée auprès des autorités compétentes. Alors, comme l'Union européenne n'est pas dotée d'un OFAC, à ma connaissance, je ne vois pas quelles sont les autorités compétentes, mais il doit y en avoir, afin de s'assurer que ces fonctions peuvent être exercées sans risque de tomber dans le périmètre des sanctions. Mais en tout cas, il y a un texte qui est à ce sujet. Alors, j'ai lu le texte, je ne cache pas qu'il est assez fastidieux à lire, hein. Mais j'ai trouvé le paragraphe en question où effectivement il est indiqué qu'il y a clairement expliqué que des corrections sont apportées à un texte précédent à ce sujet-là, qui vont dans le sens d'une permission, d'une autorisation sous certaines conditions. Voilà. Évidemment, c'est ces conditions qu'il faut regarder de plus près pour savoir si on s'expose ou pas à des problèmes ensuite. Et donc, a priori, c'est plutôt un progrès. A priori, c'est plutôt un progrès, mais c'est passé complètement. Bon, c'est sorti, je crois que c'était publié au journal officiel le 16 ou le 18 décembre, j'ai plus la date exacte en tête, donc il y a déjà une partie des gens qui avaient l'esprit ailleurs probablement, et donc qui n'ont pas fait suffisamment attention à cela. Mais ça fait partie des correctifs qui sont apportés de manière peut-être assez discrète par les Européens, des paquets de sanctions qui s'additionnent et qui sont quand même extrêmement contraignants, mine de rien. Alors, nous avons une question, donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Serait-il possible d'avoir de la CCIFR une liste de banques russes qui, à ce jour, reçoivent de France des euros sur le compte de leurs clients, entre parenthèses personnes morales, en provenance de sociétés françaises qui ne soient pas les maisons mères des entités russes, et tout cela sans problème? Vous avez deux. Je pense que vous pouvez commencer et terminer par la Raiffeisen. Voilà. Voilà, une concision qui t'honore, voilà, biblique. Très bien. Avant tout. Voilà une autre question, donc je te repasse après le micro. Un ami russe a dit que le gouvernement recommandait de ne plus utiliser WhatsApp et d'utiliser seulement Telegram. Avez-vous des informations à ce sujet et qu'en est-il? De façon générale, mais ça vaudrait aussi pour la France, je pense. Il vaut mieux
quand on est fonctionnaire, haut fonctionnaire, a fortiori ministre ou président, évitez WhatsApp. Voilà, pour des considérations de sécurité. Je veux dire pour les ministres français également. Absolument. D'accord. Ok. Bien, Pavel, peut-être un mot de la fin. Non, simplement le fait que WhatsApp, comme vous le savez, a été racheté par Facebook. Facebook en Russie est consultable uniquement par VPN, parce que Facebook est censé, d'après les autorités russes, véhiculer des contenus politiquement inappropriés. Donc, c'est plutôt effectivement WhatsApp qui serait en Russie sous les fourches codines, même si Pavel Durov, le créateur de Telegram, est l'un des premiers exilés du régime. Il est parti très très tôt du pays et il n'a jamais caché son hostilité très forte, à la fois pour le FSB qui a tenté plusieurs fois de lui arracher les clés de décryptage, ce que Telegram s'est toujours refusé à faire, et depuis, en tout cas, je pense que tant que le système fonctionne, vous pouvez les utiliser. Un certain nombre de fonctionnaires russes utilisent Signal, en tout cas dans l'entourage de la Chambre. Vous pouvez essayer ça aussi. Après, c'est toujours compliqué de se rappeler, vous avez reçu une information, par quel moyen est-ce qu'elle vous est arrivée? Est-ce que c'est par SMS, par WhatsApp, par email? On a tous connu cette situation-là. Donc voilà. Et encore une fois, j'étais heureux d'entendre Igor faire un erratum. C'est toujours un plaisir d'entendre Igor faire un erratum de sa voix. Et de sa voix de centaure, bien sûr. Voilà, évidemment. Bien, pas d'autres questions, donc on va pouvoir conclure aujourd'hui. Alors, juste un rappel, c'est que les vœux du président, dont moi-même, ne seront pas le 26, mais le 25, donc pour les directeurs généraux et autres. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Et Comme on dit dans la famille du comte de Paris, venez tirer les rois. ah oui, ça, on s'adresse aux riches, à ceux qui ont de la galette, c'est ça, bien entendu. Voilà, donc bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi maintenant donc pour notre prochain briefing. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par avance pour qu'on puisse vous donner des réponses tout à fait complètes et Concise. Et nous aurons le plaisir de retrouver Arnaud en chair et en os sous les froids moscovites. D'ici là, chers amis, tenez bon. voilà, et la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie se tient comme toujours à vos côtés. À jeudi.